Je suis Madame Houyem Fersi Ben Moussa, professeure principale émérite au lycée Tahsin Megrine. Dans cette séance, je m'adresse essentiellement aux élèves de 4e sciences expérimentales pour voir ensemble les amides et les dérivés des acides carboxyliques. L'objectif de cette séance, donc on va essayer de reconnaître les dérivés des acides carboxyliques aliphatiques saturés. Je m'arrête pour vous dire que le mot aliphatique désigne une chaîne carbonée qui est ouverte, elle ne contient pas de cycle. Le mot saturé montre que notre composé contient dans sa chaîne carbonée des liaisons carbone-carbone simples, pas de double ni de triple liaison. Deuxième objectif, on va essayer de reconnaître ce que c'est qu'un amide aliphatique saturé, identifier les différentes classes des amides et puis essayer de donner un nom à chaque amide. Le plan de cette séance, on va commencer par un rappel. On va rappeler les acides carboxyliques, mais aussi les dérivés des acides carboxyliques que vous avez vus en 3e année. Alors je cite les esters, les chlorures d'acyle et les anhydrides d'acide. On passe par la suite pour voir la structure et la nomenclature des amides, au cours de laquelle on fera la définition, la nomenclature, voir les 3 classes d'amides et terminer éventuellement par une évaluation. Alors, vous savez déjà que les acides carboxyliques sont des composés organiques oxygénés comportant dans leur chaîne le groupement carboxyle. Alors là, c'est doublement lié au, simplement lié au H. Donc, ce groupement carboxyle indique sa présence indique qu'il s'agit d'un acide carboxylique. Ce qui nous permet de trouver une formule brute générale à l'acide carboxylique sous la forme de CnH2nO2. Pour nommer un acide carboxylique, vous le savez déjà, on ajoute le suffixe oïque au nom de l'alcane correspondant et on la précède par le mot acide. On essaie de voir un exemple. Donc, j'ai ici un acide carboxylique qui contient dans sa chaîne carbonée 4 atomes de carbone. Alors, ça, c'est le carbone fonctionnel, rappelez-vous. Donc, il fait partie du groupement carboxyle. Donc, ce sera le carbone numéro 1 de notre chaîne, et puis 2, 3 et 4. Je vous rappelle qu'un alcane qui comporte 4 carbones est appelé un butane. Donc, il faut se rappeler les noms des alcanes à chaîne linéaire. Je cite le méthane, lorsque j'ai un seul carbone, l'éthane, le propane, le butane, le pentane, etc. Donc, on aura besoin presque des 5 premiers alcanes. Donc, si je reviens à mon exemple, j'ai 4 carbones. Donc, j'ai la partie butane auquel j'ai ajouté la terminaison oïque. Donc, butanoïque. Qu'est-ce qu'il me reste dans ma chaîne? Là, j'ai un groupement du type méthyle greffé sur le carbone numéro 2. Donc, on va commencer par dire acide de méthylbutanoïque. Les dérivés des acides carboxyliques. Donc, il y en a 3 dérivés que vous avez déjà vus en 3e année. Je vais essayer de les rappeler pour passer à un nouveau dérivé d'acide carboxylique par la suite. D'accord? Alors, pour former un dérivé, on doit changer ce groupement hydroxyde
du groupement carboxylique là par un groupe d'atomes que je vais appeler Z. Donc, au lieu d'avoir RC doublement lié au OH, j'aurai RC doublement lié Z. Voilà sa formule semi-développée générale. D'accord? Donc, tout dépend de ce Z. Donc, selon la nature de Z, je forme un dérivé bien déterminé de l'acide carboxylique. On va prendre les 3 exemples que vous connaissez déjà. Alors, si le Z est un groupement OR', avec R' un radical alkyle, donc on forme l'ester. Rappelez-vous l'ester, la formule R, C, doublement lié O, simplement lié au R'. Et une formule brute générale, CN, H2N, O2. Alors, le nom de l'ester, il est formé par 2 parties. La première dérive du nom de l'acide correspondant. Il suffit de supprimer le mot acide et remplacer la terminaison oïque par la terminaison oate. La deuxième partie du nom, elle est donnée par le nom du groupement alkyle, donc qui est du côté, voilà, de l'oxygène simplement lié. D'accord? Voilà un exemple. Donc, ça, c'est le radical R'. Je vais le laisser par la suite. Voilà la première partie donc, de notre chaîne. Donc, j'ai 1, 2, 3 carbone. Donc, méfiez-vous, là, j'ai un C2H5. C2H5, ça veut dire CH2, CH3. Donc, j'ai 3 carbones dans cette chaîne principale. Ça, c'est notre carbone fonctionnel. D'accord? Donc, 3 carbones. Donc, normalement, c'est le propane. Si c'était un acide, ça sera acide propanoïque. On passe à l'ester, donc ça devient propanoate. Et puis, j'ajoute le nom de l'alkyle, qui est de ce côté-là. Alors, notre groupement alkyle contient 3 carbones dans sa chaîne principale et un groupement alkyle greffé au premier carbone. Donc, on va dire le 1 méthyl propanoïl. 1 méthyl propanoïl. Donc, si je résume, je peux dire qu'il s'agit d'un propanoate 2, 1 méthyl propanoïl. D'accord? Deuxième situation, c'est lorsque le Z est un atome de chlore. Alors, rappelez-vous, lorsqu'il s'agit d'un atome de chlore, donc j'ai un chlorure d'acyle. Sa formule, RCOCl. D'accord? Sa formule brute générale, CN, H2N-1O, Cl. Alors, son nom est obtenu à partir de celui de l'acide correspondant en remplaçant le mot acide par chlorure 2. Donc, on va commencer par chlorure 2 et on va terminer par le nom de l'acide correspondant en remplaçant la terminaison oïque par la terminaison oïl. J'ai ici un exemple. Voilà le carbone fonctionnel. 1, 2, 3. Donc, c'est le propane. Et puis, le chlore me permet de placer donc, le mot chlorure et puis 2, propanoïl. Chlorure 2, propanoïl. Troisième situation, c'est lorsque Z donc, est un groupement du type OCOR. Et là, ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais vous l'avez vu en troisième année, c'est l'anhydride d'acide RCO
ça c'est la partie de l'acide auquel on a enlevé le OH et on l'a remplacé par O, C, doublement lié au R. Ce qui nous donne une formule générale brute, CnH2n-2O3. Alors, le nom est obtenu en remplaçant le mot acide par anhydride, tout simplement du nom de l'acide correspondant. Alors, un exemple, voilà notre anhydride, voilà l'oxygène central, j'ai C doublement lié au CH3 de ce côté, même chose de l'autre. Remarquez bien que notre anhydride est symétrique par rapport à cet oxygène central. D'ailleurs, dans votre programme, vous n'avez que les anhydrides symétriques. D'accord? De sorte que le nom de notre anhydride va considérer uniquement la partie qui provient de l'acide carboxylique. Donc là, je n'ai que 2 carbones. C'est pourquoi on va dire éthanoïque et non pas butanoïque. Méfiez-vous, hein? On ne va pas prendre les 4 carbones. On va uniquement prendre les carbones qui proviennent de l'acide. En remplaçant le mot acide par anhydride, donc j'obtiens le nom anhydride éthanoïque. Alors, structure et nomenclature des amides. Primo, qu'est-ce qu'on veut dire par l'amide? Alors, l'amide, comme l'ester, les chlorures d'acyle, les anhydrides, est aussi un dérivé d'un acide carboxylique, d'accord? Sauf que le Z dont j'ai parlé auparavant, le Z sera remplacé par ce groupement N, R1, R2. N, c'est l'atome, l'essentiel dans ce groupement. Donc, R1 et R2 peuvent être des atomes d'hydrogène ou bien des groupements alkyles, peu importe. D'accord? Alors, ce qui nous donne une formule générale brute, c'est N, H2N plus 1, ON, que voici. Voilà la formule semi-développée. D'accord? La présence de l'azote indique la présence de l'azote sur le groupement carbonyle indique donc qu'il s'agit d'un amide. Donc on va dire que c'est un groupement amide. Alors, donc puisqu'on a remplacé le Z par NR1R2, on va dire que l'amide est un dérivé d'acide carboxylique qui possède un atome d'azote sur le groupement carbonyle, comme le montre donc ce groupement amide, le voici. Donc c'est une caractéristique structurale de l'amide. Si je regarde cette formule semi-développée, je peux voir donc ce groupement formé par un carbone qui est notre carbone fonctionnel placé au milieu d'un triangle. Regardez, là, j'ai un triangle formé par les sommets, les atomes oxygène, azote, et là, un atome de carbone ou bien un atome d'hydrogène, donc, pour terminer la formule de l'amide. D'accord? Alors, ce groupe fonctionnel montre que le carbone fonctionnel est trigonal. Il occupe le centre d'un triangle, d'où les 3 atomes qui lui sont directement liés sont dans un même plan. D'accord? Alors, l'azote, l'oxygène et l'atome qui sera de ce côté-là se trouvent dans un seul plan. D'accord? Comment nommer un amide? Alors, pour nommer l'amide, il suffit de supprimer acide, le mot acide dans le nom de l'acide carboxylique correspondant, remplacer la terminaison oïque par amide.
s'il se trouve des substituants sur l'azote, leur présence s'indique en plaçant la lettre N, bien sûr écrite en italique, devant le nom du substituant. Je vais donner 3 exemples. Le premier exemple, voilà le carbone fonctionnel, donc doublement lié à l'oxygène, voilà l'azote. Si je regarde bien, l'azote n'est pas substitué. Il est relié à 2 atomes d'hydrogène. Donc, je n'ai pas de problème de substituant, je passe directement à notre chaîne carbonée, chaîne principale, qui, dans ce cas-là, ne contient que 2 atomes de carbone. Donc, il s'agit d'éthane, rappelez-vous. Donc, j'enlève le mot acide et ça devient éthanamide. La terminaison oïque, on la remplace par amide. Deuxième exemple, si vous regardez bien ce que j'ai noté en rouge, ça c'est un substituant au niveau de l'azote. Donc il faut commencer par l'écrire avant de passer à la chaîne principale. Donc, c'est un substituant du type méthyle, donc on va dire N, bien sûr écrite en italique, tiré méthyle, et puis j'ajoute le reste du nom qui n'est autre que éthanamide. Méfiez-vous, là ça forme un seul mot. D'accord? Donc ça forme un seul mot. Le nom devient N-méthyle-éthanamide. Troisième situation, c'est lorsque l'azote il est doublement substitué. Donc il a un groupement méthyle de ce côté, un autre groupement méthyle de l'autre. D'accord? Donc il faut commencer par les placer dans le nom. Alors, puisque méthyle ou méthyle, on va dire diméthyle tout court. Hein? Puisqu'ils sont identiques, on va dire diméthyle. Tous les deux sont greffés sur l'azote, donc on va dire N, virgule, N-diméthyle, et puis la chaîne principale, 2 carbones, donc éthanamide. Alors, en regardant ces 3 exemples, on peut comprendre que les amides peuvent se classer différemment selon le nombre de substituants de l'azote. D'accord? Classe d'amides. Donc, comme pour les amines, vous avez classé les amines en 3 classes selon le degré de substitution de l'atome de l'azote, on va faire de même pour les amines. Alors, comme les amines, on distingue 3 classes d'amides selon le degré de substituant de l'azote. On distingue en premier lieu ce qu'on appelle les amides N non substitués. Lorsque je dis non substitués, c'est que l'azote ne contient pas de substituant. Voilà la formule. Donc, l'azote n'a pas de substituant, il est relié tout simplement à 2 atomes d'hydrogène. D'accord? Le radical qui est là peut être un atome d'hydrogène ou un radical, un groupement alkyle. D'accord? Alors si c'est un hydrogène, donc j'aurai un amide qui contient un seul atome de carbone, donc ça sera le méthanamide, tout simplement. D'accord? Voilà, R peut être un atome d'hydrogène ou un groupement d'alkyle. Deuxième classe d'amides, les N-monosubstitués. N-monosubstitués. Donc, je n'ai qu'un seul substituant au niveau donc, de l'azote. Voilà la formule semi-développée. Voilà l'azote. Il est relié à un groupement R1. Alors là, il faut faire attention. R1 ne peut pas être un atome d'hydrogène dans ce cas-là pour ne pas revenir à la première classe. Le radical qui est là, la même remarque qu'avant, donc ça peut être un atome d'hydrogène. Maintenant, amide
NN disubstitué. Donc, j'ai besoin de 2 substituants au niveau donc, de l'azote. Voilà. Il n'a plus d'hydrogène. Il a 2 radicaux, R1 et R2, qui ne peuvent être que des groupements alkyles dans ce cas-là. D'accord? R peut être hydrogène ou groupement alkyle, peu importe. Alors, on passe à l'évaluation, donc qui va comporter 3 applications. La première application, on va essayer de donner le nom et la classe des composés A, B, C et D. On commence par le composé A. Il suffit de repérer l'azote et voir qu'il contient, il est substitué 2 fois. D'accord? Sauf que les substituants dans cet exemple-là ne sont pas identiques. On ne peut pas les rassembler. Donc, on va les donner un à un. Alors, un substituant du type méthyle, un substituant du type éthyle. Alors, pour les placer, il faut juste donc considérer la position de la première lettre de chaque substituant dans l'alphabet. Alors, méthyle commence par M, éthyle commence par E, donc on va placer le E avant le M, éthyle avant le méthyle. D'accord? Alors, donc, je vais dire N-éthyle, virgule, N-méthyle, et j'ajoute le nom de la chaîne carbonée. Donc, 2 carbones, c'est l'éthanamide. Donc, N-éthyle, N-méthyle, éthanamide. Azote doublement substitué, donc ça fait la classe des amides NN disubstitués. Le composé B, voilà l'azote. Il est substitué une seule fois. C'est un substituant du type éthyle. Alors, donc, on va dire N-éthyle. Ce qui me reste, 2 atomes de carbone, donc éthanamide. N-éthyle, éthanamide, un seul mot. Azote substitué une seule fois, donc il fait partie, cet amide fait partie des amides N-monosubstitués. Le composé C, voilà l'azote qui n'est pas substitué, tant mieux. Il me reste à voir la chaîne carbonée, donc du côté du carbone fonctionnel. Alors, j'ai 1 carbone, 2, 3, 4, en allant dans ce sens. Ou bien 1 carbone, 2, 3, en allant dans ce sens. Donc, on a appris qu'il faut toujours choisir la chaîne carbonée la plus longue. Donc, je choisis cette chaîne. Ce méthyle reste en tant que ramification placé sur ce carbone qui est le numéro 2. 1, 2, 3, 4. Toujours le carbone fonctionnel prend l'indice 1, rappelez-vous. D'accord? Donc, le nom de cet amide, le 2-méthyle, donc 2-méthyle, 4 carbones, donc butanamide. Donc 2-méthyle, butanamide. Azote n'est pas substitué, donc c'est un amide qui appartient aux amides N non substitués. Enfin, le composé D, l'azote, il est doublement substitué. Donc, on va commencer par dire que la classe de cet amide, c'est un amide NN disubstitué. Pour donner le nom, les 2 substituants sont identiques, méthyle, méthyle. Donc, on va les rassembler pour dire que j'ai 10 méthyles, 2 méthyles à la fois, tous les 2 placés sur l'azote. Donc, N
N-diméthyl. Déjà, ça c'est la première partie du nom. L'autre partie de la chaîne carbonée, alors j'ai un carbone, 2, 3 dans ce sens, un carbone, 2, 3 et 4 dans ce sens. Donc je préfère le 4, d'accord? J'aurai ce méthyle-là qui sera une ramification sur ce carbone numéroté 2. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, la suite du nom, on va ajouter 2-méthyle et puis butanamide. 2-méthyle butanamide. Alors, j'ai résumé ces réponses dans ce tableau. Alors, j'insiste sur tout ce qui est tiré et virgule, ça fait partie du nom, rappelez-vous, d'accord? J'insiste sur le fait que le nom est tout entier ici, il n'y a pas de séparation entre les substituants et la suite de la chaîne carbonée. D'accord? Donc voilà. J'insiste sur le dernier exemple. Voilà, N-N-diméthyle et puis espace, puisque je vais passer à la ramification de la chaîne carbonée. Méthyle, d'accord? 2-méthylbutanamide. Voilà. Donc, lorsque vous faites assez d'exercices, et il faut le faire, vous allez voir que ça devient de plus en plus facile et vous apprenez donc les détails pendant les applications. Deuxième application. Alors, je vais donner deux amides I et J. Je vais donner leur nom et on va retrouver leur formule semi-développée. Alors, le premier amide, c'est le N-éthylpropanamide. Pour retrouver cette formule, il faut aller pas à pas. Alors, primo, il faut commencer par la partie chaîne carbonée. Là, j'ai propanamide, rappelez-vous, propane, donc 3 carbones. Je note mes 3 carbones et au niveau du dernier carbone, je place ma fonction amide. C'est doublement lié au, simplement lié Na. C'est tout ce que je fais. D'accord? Par la suite, je reviens au nom. Je vois que sur l'azote, j'ai un groupement éthyle. Alors, je vais au niveau de l'azote et je lui place un groupement éthyle. Je m'arrête pour vous dire que l'atome d'azote est trivalent, donc il réalise 3 liaisons, il faut vérifier. Donc, voilà l'azote, il a une liaison avec le carbone fonctionnel et une liaison avec la ramification, donc le substituant éthyle. Donc, pour terminer la troisième liaison, il a besoin d'un hydrogène. Donc, je complète par l'hydrogène par la suite. D'accord? L'oxygène, il est divalent. Il ne réalise que 2 liaisons qui sont là, il n'a pas de problème. Ce carbone, le carbone, il est tétravalent. Donc, 4 liaisons pour chaque carbone. Ce carbone, je lui ai placé l'azote, donc il a déjà réalisé une liaison là, doublement lié au, donc 2 liaisons et une liaison avec ce carbone. Donc en tout et pour tout, il a 4 liaisons, il est satisfait, donc je n'ajoute pas d'hydrogène. Ce carbone, lié au carbone fonctionnel, lié au carbone de la chaîne, donc il a déjà réalisé 2 liaisons, il lui manque 2, donc on lui ajoute 2 hydrogènes. Enfin pour le troisième, une liaison, il lui manque 3 hydrogènes. Donc il faut avoir donc,
la facilité de passer du NAN vers la formule semi-développée, de la formule semi-développée vers le NAN. Le composé J, c'est le 2,3-diméthylbutanamide. D'accord? Butanamide, donc je vais écrire 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. La chaîne principale. D'accord? Et puis, j'ai 2 ramifications du type méthyle. Un placé sur le carbone numéro 3 et un placé sur le carbone numéro 2. Le premier carbone, c'est le carbone fonctionnel. On lui place l'azote et je n'ai pas de ramification de substituant au niveau de l'azote, donc je lui place les hydrogènes directement. Le carbone numéro 1, le carbone numéro 2. Alors sur le 2, j'ai un méthyle. Sur le carbone numéro 3, j'ai un autre méthyle. D'accord? Et puis on complète par les hydrogènes, comme je l'ai montré dans le premier exemple. Troisième application. Là, je donne une seule formule brute, c'est 3H7ON, et je demande de trouver toutes les formules semi-développées des isomères correspondants. Là, je m'arrête pour vous dire que 2 corps sont dits des isomères lorsqu'ils ont la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. D'accord? Donc, je dois noter des formules différentes. Sinon, ça va représenter le même composé. Alors, j'ai 3 carbones. Je vais essayer donc de les dissocier pour avoir des formules semi-développées différentes. Primo, je place les carbones les uns à la suite des autres en une chaîne carbonée linéaire, d'accord, non ramifiée. Alors, je forme le composé A1. Puis, je vois que j'ai 2 carbones que je peux déplacer. Je vais les prendre un à un. Si j'enlève ce carbone, je peux le placer au niveau de cet azote. Donc, je vais commencer par substituer petit à petit l'azote. Alors, lorsque ce carbone passe de ce côté, j'obtiens cet isomère-là. Donc, il me reste 2 carbones de ce côté. Le carbone que j'ai déplacé, bien sûr, c'est un CH3. Et l'azote a perdu un hydrogène pour le remplacer par un CH3. L'autre carbone que je peux encore déplacer. Et j'ai le choix entre 2 situations. Ou que le carbone sera placé au niveau de l'azote, ou qu'il sera déplacé au niveau du carbone. C'est ce qui va me faire les 2 autres formules semi-développées, donc les 2 autres isomères en d'autres termes. Donc, plus de carbone de ce côté. Le carbone que j'ai ramené, je l'ai placé au niveau du premier carbone. Donc, j'ai un azote substitué, mais c'était un méthyle, ça devient un éthyle. L'autre situation, lorsque je place le carbone de ce côté-là au niveau de l'azote. Le voici. D'accord? Donc, je forme un amide NN dit substitué. D'accord? Vous remplissez la chaîne avec les hydrogènes, comme je l'ai montré au départ, selon que le carbone qui est tétravalent, l'azote trivalent, l'oxygène bivalent. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle qu'on a ensemble une autre séance pour pouvoir terminer ce cours.